Donc ici, la dernière vidéo pour traiter de la fin du chapitre 11 est parler, comme je le disais à la fin de la vidéo précédente, d'un exemple de cas où en fait certaines personnes n'ont pas les, les défenses immunitaires spécifiques pour répondre à certaines maladies. Donc on va traiter du cas du sida, donc qui est un virus qui va entraîner en fait un effondrement des défenses immunitaires. Alors, à quoi ressemble le virus du sida? Alors, vous en avez tous déjà entendu parler. Donc, le VIH, donc, qui est le virus du sida. Donc, le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Et le VIH, donc le nom du virus, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Alors, vous savez tous que le virus du sida peut se transmettre par voie sanguine ou lors de rapports sexuels non protégés. Alors, vous avez ici à gauche une micrographie, donc une photo prise au microscope électronique à balayage en fausse couleur, qui présente des particules de VIH que vous voyez ici en rouge, donc un très très grand nombre, sur une cellule qui est un lymphocyte T CD4. Donc je vous rappelle que les LT CD4 ou les LT4, ce sont les lymphocytes qui ont un rôle vraiment majeur, puisque ce sont des lymphocytes qui ont un rôle pivot, qui permettent en fait d'activer et de mettre en place les réactions immunitaires adaptatives. Donc sans eux, en fait, il n'y a pas, quasiment pas, de mise en place des réactions adaptatives. Donc, pas de transformation des LB en plasmocytes qui vont produire les anticorps, pas d'activation des LT cytotoxiques, etc. Donc, ce sont vraiment des cellules très importantes. Donc, à droite, vous avez encore à la fois une électronographie, donc en fausse couleur également, de 3 exemples de virus. Donc, voilà comment est constitué le virus du sida. Donc, comme dans tous les virus, on a une enveloppe sur laquelle on trouve des protéines spécifiques du virus. À l'intérieur du virus, on a ici une capside, une sorte de petit sac qui est fait de protéines, à l'intérieur duquel on va trouver le génome du virus. Alors, en fonction des virus, on a des génomes soit de type ADN, soit de type ARN. Ici, dans le cas du virus du sida, du VIH, c'est un virus qu'on appelle un rétrovirus, c'est-à-dire un virus qui contient de l'ARN. Et un virus ne peut pas vivre en dehors d'une cellule, donc c'est un parasite. Donc il va devoir en fait infecter une cellule pour utiliser le matériel génétique de cette cellule dans son propre intérêt, à ses propres fins. Donc ici, vous avez à droite et à gauche 2 électronographies qui présentent l'entrée du virus à l'intérieur d'une cellule, et puis de l'autre côté, la sortie, le bourgeonnement d'autres virus à l'extérieur de cette cellule. Alors ici au centre, un petit schéma qui vous présente justement les étapes du développement du VIH à l'intérieur d'une cellule. Alors cette cellule, comme on l'a dit tout à l'heure, le VIH en fait, il va toucher principalement les cellules LT-CD4 ou LT4. Donc ce qui se passe, donc une fois que le virus est entré dans l'organisme, il va venir en fait au contact de ces LT4, il va s'accoler à la paroi et il va en fait, en s'accolant, injecter dans la cellule des molécules virales, donc dont en particulier le génome. Donc ici, vous avez l'ARN du virus qui va en fait arriver à l'intérieur de la cellule LT4 et cet ARN va pouvoir s'intégrer en fait au sein du matériel génétique de la cellule elle-même. Alors comme c'est un virus ARN, en fait, il va y avoir une transcription inverse, c'est-à-dire qu'à partir de l'ARN, il va y avoir recréation de l'ADN viral et cet ADN viral va pouvoir s'intégrer à l'ADN de la cellule. Et ensuite, la cellule va le considérer comme son propre ADN, entre guillemets, et donc elle va pouvoir transcrire et traduire des protéines qui seront des protéines du virus, puisqu'elle aura incorporé cette cellule dans son propre ADN, l'ADN du virus. Donc le virus en fait utilise la machinerie enzymatique de la cellule qu'il a infectée à ses propres fins pour reproduire des protéines virales. Et avec toutes ces protéines virales qui sont produites, il va y avoir reformation de l'enveloppe, de la capside, etc. Et donc, les virus vont pouvoir de cette façon se multiplier et bourgeonner, être expulsés en dehors de la cellule. Et une fois que la cellule donc a fonctionné pour le virus, en fait, cette cellule est détruite. Donc, cette cellule, elle sert vraiment à fonctionner pour refaire plein de virus. Et une fois que ces virus vont être expulsés de la cellule va mourir. Alors, le fait que ce soit des cellules LT-CD4 qui soient visées, justement, c'est ça qui va permettre de comprendre l'effondrement des défenses immunitaires. Alors, je vous propose de voir un petit peu ce qui se passe, les phases successives après l'infection par le virus, à l'aide des documents de la page 308.
Alors ici, vous avez différents types de graphiques qui vous présentent depuis la contamination jusqu'à des dizaines d'années après la contamination, les différentes phases, en fait, des différentes étapes qui suivent l'infection. Alors, tout d'abord, quel que soit le graphique, vous voyez qu'on va étudier différentes caractéristiques comme la concentration en virus, bien sûr, qu'on appelle la charge virale. On va également étudier la concentration en lymphocytes T cytotoxiques, qui vont être spécifiques de ce virus. On va également étudier, vous voyez en jaune, là, orange, la quantité d'anticorps qui va être produit spécifiquement contre le virus. Et puis également en bleu, la concentration de ces fameux lymphocytes T4, qui sont les cellules qui sont infectées par le virus. Alors, la toute première phase qui fait suite à l'infection, à la contamination, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Donc, c'est une infection aiguë qui va durer quelques semaines. En général, elle se caractérise par une forte réponse immunitaire avec apparition de différentes choses. Alors, vous voyez ici, on va avoir progressivement donc, la quantité de virus dans l'organisme qui va augmenter. Hein, vous l'avez sur les deux graphiques. Donc, suite à la contamination, donc il y a de plus en plus de virus parce que les virus ils infectent les cellules LTCD4 et elles vont, pour leur compte, refaire du virus. Donc, il y en aura de plus en plus. En contrepartie, ces cellules infectées, les lymphocytes T4, vous voyez que leur quantité diminue parce qu'à chaque fois qu'ils produisent des virus, eh bien, ces cellules vont être détruites en même temps. Donc, la charge virale augmente, ici en rouge, et puis, en contrepartie, les cellules qui produisent justement les virus vont être détruites progressivement. Et ce qu'on voit aussi qui apparaît progressivement au bout de quelques semaines, c'est la production d'anticorps qui vont être spécifiquement dirigés contre ce virus, le VIH. Donc en fait, ça c'est la première phase, donc qu'on appelle la primo-infection. Et on a également des lymphocytes T cytotoxiques qui vont être produits. Donc c'est vraiment la mise en route d'une réaction immunitaire adaptative telle qu'on l'a appris. Donc fabrication d'anticorps qui vont être de plus en plus en quantité de plus en plus grande, fabrication des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques, donc qui vont se multiplier, etc., contre le virus. Et puis, en contrepartie, diminution des LT4 qui sont détruits après avoir fabriqué des virus, donc augmentation de la charge virale. Donc, cette phase, elle dure un temps relativement limité, donc ça dure quelques semaines en général, donc ça va entre, on va dire, 2 à 4 mois, grosso modo. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième phase qu'on va appeler la phase asymptomatique, alors qui est la phase la plus longue, qui peut durer plusieurs dizaines d'années en fait, qui est une phase dans laquelle il va y avoir une sorte de stabilisation des événements. Donc on va avoir une stabilisation de la charge virale, donc on a une quantité de virus dans l'organisme qui est relativement basse, mais pas nulle, hein, évidemment, qui est basse et qui se maintient, donc on le voit là et ici également. Et on a une quantité de lymphocytes T4 qui va être alors en légère diminution ou qui se stabilise. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a autant de LT4 produits par l'organisme que de LT4 détruits par le corps. Et donc, on obtient une sorte de stabilisation de cette situation. Donc, on a une charge virale qui reste globalement constante, on a une quantité de LT4 qui reste aussi assez constant, et on a également les anticorps qui ont été produits, qui continuent à être produits, et on a une quantité également constante d'anticorps et de LTC. Et là, on a ce qu'on appelle une séroconversion, c'est-à-dire que l'individu, en fait, va devenir séropositif dès qu'il va commencer à fabriquer des anticorps. Le terme séropositif, c'est vrai qu'on l'a longtemps associé au virus du sida. Quand on disait une personne est séropositive, on pensait qu'elle était atteinte du virus du sida. En fait, on l'a déjà dit, hein, mais je vous le rappelle, quelqu'un qui est séropositif, ça veut dire simplement que son corps fabrique des anticorps dirigés contre un antigène qui vient d'entrer dans son organisme. Mais ça n'a pas de lien avec le virus du sida. On a souvent fait le lien, mais ça n'a rien à voir. Séropositif, c'est quelqu'un qui fabrique des anticorps, spécifiquement dirigés contre un antigène particulier, un virus, une bactérie ou autre. Donc dans le cas-là, évidemment, la séropositivité, c'est par rapport au VIH. Donc cette phase asymptomatique, donc elle va durer plusieurs années. Donc la personne n'est pas malade, hein, voilà, c'est un temps de latence qui est plus ou moins long. Et puis après se déclenche ce qu'on appelle la phase symptomatique, après plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, où là, en fait, le sida est vraiment déclaré, c'est-à-dire qu'on va avoir cette phase de stabilisation qui va s'écrouler, entre guillemets. Donc on va avoir des symptômes qui vont apparaître progressivement, parce qu'on a les cellules LT4 qui diminuent largement en quantité, jusqu'à être quasiment pas nulles, mais presque. Donc du coup,
il n'y a plus de LT4, donc il ne peut plus y avoir toutes les réactions immunitaires que ces cellules-là permettaient en fabriquant leur interleukine, rappelez-vous. Donc ça veut dire que les lymphocytes B ne peuvent plus se transformer en plasmocytes, ne synthétisent donc plus d'anticorps, donc on a une chute de la quantité des anticorps produits. Les LT cytotoxiques, c'est pareil, ils ne peuvent plus s'activer, donc il va y avoir une réduction très importante du nombre de LTC, et de ce fait, puisqu'il n'y a plus de mécanismes qui vont aller à l'encontre du virus, la charge virale va augmenter de manière importante. Donc vous l'avez à la fois ici et également ici. Et il y a de plus en plus de virus dans l'organisme, donc ça s'auto-entretient, entre guillemets, il y a de plus en plus de virus, donc ils infectent de plus en plus de cellules, les cellules meurent de plus en plus, je parle des LT4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la moindre maladie, qui n'est pas forcément une maladie grave pour une personne qui n'est pas atteinte du VIH, va devenir très inquiétante pour une personne qui n'a plus de défense immunitaire. Donc un simple petit rhume ou autre va devenir assez catastrophique et peut conduire malheureusement au décès de la personne. Donc en fait, on ne meurt pas, quand on dit on meurt du sida, en fait, on ne meurt pas vraiment de l'infection par le VIH en lui-même, mais on va mourir d'une autre maladie qui n'a pas pu être contre laquelle le corps n'a pas pu lutter, en fait, parce qu'il n'avait plus justement de défense immunitaire. Alors, que faire contre le VIH? Alors, vous savez malheureusement qu'il n'y a aucun traitement définitif contre cette maladie actuellement. Alors, il y a des tas de recherches qui sont menées depuis des années. On espère un jour pouvoir vraiment guérir les personnes atteintes de ce virus. Et en attendant, pour, permettre d'augmenter un peu l'espérance de vie et faire en sorte que ces personnes vivent un peu mieux, il existe des traitements par ce qu'on appelle les trithérapies. Donc, les trithérapies, c'est des combinaisons de 3 molécules qui sont prises de manière très régulière et pendant toute la vie, en fait, qui vont en fait inhiber la multiplication du virus dans les cellules. Donc, ça permet d'augmenter l'espérance de vie des malades, mais bien sûr, comme je disais, ce traitement n'élimine pas les virus. Donc, dès que la personne va arrêter de prendre ce traitement, le virus va reprendre toute son activité et la maladie va reprendre son cours. Donc, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas une maladie dont on peut guérir. Alors, depuis 2015, pour votre information, il existe en fait des autotests de dépistage du VIH. C'est vrai qu'avant 2015, une personne qui avait un doute pour le fait d'avoir été contaminée ou pas par le VIH, par un partenaire sexuel par exemple, pouvait aller dans un laboratoire ou à l'hôpital pour se faire dépister. Mais il faut savoir que depuis 2015, il existe des petits kits qu'on peut acheter en pharmacie qui ne sont pas soumis à ordonnance. Donc tout le monde peut se procurer ces kits-là. C'est des kits qui sont très faciles d'utilisation puisqu'il suffit simplement de prélever une goutte de sang de la personne qui va peut-être estimer avoir été contaminée. Et par le principe du test ELISA qu'on a évoqué un petit peu avant, qu'on évoquera dans le chapitre, on va pouvoir détecter justement s'il y a présence ou pas d'anticorps dirigés contre le virus. Et donc, c'est un moyen également de savoir pour une personne si elle est infectée ou pas. Et bien sûr, c'est un système collectif. Évidemment, si une personne sait qu'elle est infectée, il faut bien sûr qu'elle prenne ses précautions lors des rapports sexuels et qu'elle en parle évidemment à ses partenaires. Donc voilà par rapport au virus du sida. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de terminer par le schéma bilan qui se trouve à la page 315 de votre livre pour terminer ce chapitre. Donc, dans ce schéma bilan, on va avoir une vue globale en fait de ce qui se passe à la fois dans l'immunité innée, rappelez-vous, donc le chapitre 10, et dans l'immunité adaptative, ce qu'on a vu au chapitre 11. Donc, vous retrouvez ici globalement l'immunité innée, c'est ce qui va concerner la phagocytose, d'accord? C'est la réaction inflammatoire aiguë. Le principe, c'est la phagocytose. Parfois, ça peut suffire, parfois non. Donc, si ça ne suffit pas, il va y avoir mise en place de la réaction immunitaire adaptative qui va concerner différents types de cellules. Alors, soit des cellules comme les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps. Les anticorps vont pouvoir en fait agir sur des virus qui sont à l'extérieur des cellules pour les neutraliser ou des bactéries. Et également, ça prend en compte les cellules qu'on appelle LTC, qui portent un marqueur qu'on appelle CD8, qui elles sont des cellules tueuses. Donc elles vont aller reconnaître les cellules qui sont infectées pour tuer ces cellules. Donc on a vraiment deux catégories différentes. Et puis bien sûr, tout ça ne peut être permis que par la présence de ces fameuses cellules LT4 ou CD4, qui sont vraiment les cellules pivots qui vont permettre d'activer à la fois la transformation des LB en plasmocytes pour faire les anticorps et la multiplication des lymphocytes T cytotoxiques. Donc ces lymphocytes T auxiliaires, on les appelle comme ça, ont vraiment un rôle pivot pour permettre à l'immunité adaptative de se mettre en route.
Donc ici, vous avez l'ensemble des différentes réactions qui sont présentées. Donc c'est un schéma qui est global, avec vraiment les choses de manière simplifiée. N'hésitez pas à le refaire quand vous allez réviser. Et j'ai également mis à votre disposition pour information dans votre